Ma reconversion. Votre reconversion. Ta reconversion. Sa reconversion. Tes reconversions. Notre reconversion. Salut à toutes et à tous, je m'appelle Annabelle Walker, je suis journaliste, mais là j'ai repris des études en BTS Gestion et Protection de la Nature et je vous raconte comme chaque mois cette reconversion. Alors en avril, ça a été un mois assez intense parce qu'on est retourné en stage. C'était la 3e et dernière période de stage, donc 3 semaines cette fois, pour un total de 8 semaines. Et donc, si vous avez écouté les épisodes précédents, moi je suis en stage au Parc naturel régional des Alpilles, basé à Saint-Rémy-de-Provence. Alors, durant cette période de stage, j'ai fait différentes choses, mais c'était vraiment très varié, comme des formations premiers secours. J'en ai profité que les sentinelles du parc, et ensuite ce sera au tour des gardes régionaux forestiers, aient suivi cette formation. Donc c'est des gens, des saisonniers qui parcourent les massifs forestiers en été pour faire de la prévention, sensibilisation au risque incendie. Ensuite, j'ai pu suivre une formation sur le système informatique territorial des 9 parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ça va surtout porter sur de la cartographie, puisque en gestion d'espaces naturels, on se sert énormément de cartographie. Alors moi, j'avais appris au centre de formation un logiciel gratuit qui s'appelle QGIS, qui est très bien. Mais là, il s'agit d'être en réseau. On entre nos données, mais après, les autres parcs peuvent aussi en profiter du coup et faire aussi leur carte qui sera du coup à l'échelle régionale. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai eu la chance aussi d'accompagner le chargé de mission en tourisme durable lors d'un audit de renouvellement de la marque Valeur Parc au sein d'un camping à Saint-Rémy-de-Provence. Et on a fait un petit tour du camping. C'était rigolo parce que moi, quand je visite des lieux, je me fais des petites réflexions internes. Ah là, il pourrait faire des économies d'eau comme ci, comme ça. Il pourrait installer un composteur. Et souvent, en fait, je me retiens de dire tout ça parce que ça fait un petit peu l'emmerdeuse de l'emmerdeuse de service. Les gens, c'est pas leur priorité la plupart du temps. Et là, c'était tout le but en fait. Donc c'était marrant, j'ai pu aussi contribuer avec des idées qui sont pas forcément toujours réalisables, mais c'était des idées qui étaient les bienvenues, alors que d'habitude je les tais. Et puis, dernière chose que j'ai fait en stage, c'était une animation que j'ai faite de A à Z sur les champignons. Parce que je faisais partie du groupe mycologique du Velay en Haute-Loire l'année dernière. Je les salue d'ailleurs. Alors c'est un monde tellement vaste qu'il faut des années avant de se considérer un petit peu connaisseur. Mais je me suis faite accompagner d'un pharmacien mycologue, Pierre Santoire, que je salue et que je remercie grandement, qui faisait déjà des sorties champignons pour le parc, mais uniquement une fois à l'automne. Donc moi, elle était programmée, on l'a programmée au printemps pour espérer trouver des morilles, puisque c'est un champignon de printemps. Et il n'y avait pas de morilles. Mais du coup, quand on n'a pas de morilles, on a des idées. Donc j'ai fait une chasse au trésor où préalablement j'ai caché des feuilles plastifiées avec des images de champignons, 6 espèces de champignons. Et le groupe a dû les chercher, les trouver et ensuite les identifier grâce à une clé de détermination. Ils se sont tous prêtés au jeu, c'était très collaboratif, ils réfléchissaient ensemble. Ah mais non, regarde, là il y a ceci, là cela, il a des lames, il a un anneau, alors c'est pas ci, c'est ça. Donc c'était cool. Voilà, les enfants ont appris plein de choses et les adultes aussi. C'était fort agréable. Moi, franchement, je me suis éclatée à faire cette animation. À la préparer, c'était un peu stressant, même si c'était très passionnant. Et à la faire, mais alors, c'était que du plaisir. Je pensais pas que je m'amuserais autant, finalement, en fait. Mais en fait, sur les 3... Enfin, j'en ai fait plus que ça, finalement. J'ai fait 5 animations dans le cadre de cette formation. Et franchement, tu stresses avant, mais une fois que tu es dedans, tu stresses plus parce que tu es à fond, tu es dedans, quoi. C'est comme les sportifs ou les artistes, ils stressent avant, mais une fois qu'ils sont sur scène, ils n'ont plus le cerveau à stresser, quoi. Ils sont concentrés sur leur truc, et là c'est pareil.
Ça me permet de voir que bah oui, je ne me suis pas trompée, ça me plaît bien, voilà, cette reconversion. Donc là, on m'a équipé d'une Batbox. C'est un petit boîtier qui va écouter les fréquences. Donc j'attends le top départ. Là, je suis postée. On est tous postés à différents endroits. Le groupe Chiroptère de Provence, donc une association d'amateurs de chauves-souris, cherchait des bénévoles, donc via le parc j'en ai entendu parler, pour aller compter les chauves-souris. Et donc là en l'occurrence il s'agit de Minioptère de Schreibers. C'est une espèce de chauve-souris classée vulnérable qui fait quand même entre 30 et 34 cm d'envergure, donc elle est bien visible. L'unique colonie d'hibernation connue de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur se trouve dans les Alpilles. Et donc ici à Saint-Rémy-de-Provence, en 2000, il y avait 35 000 individus. Depuis 2010, plus des 2/3 ont disparu. Voilà, c'est un peu pour ça qu'on est là pour les compter. C'est le crépuscule, enfin oui, il commence à faire sombre. Et donc on a un groupe WhatsApp. On a eu le top départ. Donc il faut que j'allume ma Batbox. J'allume, je mets le volume à fond et je me mets sur une fréquence autour de 50 Hz. C'est celle qui correspond au Minioptère. Voilà, vous entendez, là j'ai mis le volume à fond. Donc pour l'instant, on n'entend pas de chauve-souris. Et donc mon rôle, c'est de les repérer juste visuellement. Et donc j'ai une carte. Et il faut que je repère les chauves-souris, que je monte sur la carte où est-ce qu'elles vont en grande majorité. Là, j'en vois une géniale. Non, c'est pas du tout. C'était un rapace. Ça devait être une petite chouette, peut-être une chouette hulotte. Mais elle est passée tellement vite. Donc là, il y en a une qui m'est passée derrière et elle a traversé la route. Quelle heure il est ? Ah, là, il y en a une. Pareil. Oh, là, encore une. Au-dessus de moi. Même chemin. Une qui vient de me passer devant, même. Génial. Alors là, quelle heure il est ? Alors là, crépitement, mais j'ai rien vu. Je note quand même l'heure. Je commence à plus trop voir ce que j'écris sur la feuille tellement il fait sombre. Alors, crépitement. Mais je ne vois rien. Je note quand même. Il est 19. Ah là aussi. Ouais. Juste au-dessus de moi. Pareil, elle va vers le même endroit. Et maintenant, l'instant formateur. Rencontre avec Yann Moudianou. Alors nous sommes avec notre formateur en expertise naturaliste, également coordinateur de la formation, Yann Moudianou. Bonjour Yann. Bonjour. Cette fois-ci on va parler du cours d'expertise naturaliste. Qu'est-ce qu'on cherche à transmettre aux apprenants dans ce cours ? Alors avant tout, c'est une formation qui est axée sur la méthodologie, c'est-à-dire l'idée c'est de comprendre comment fonctionne l'environnement, les habitats, les espèces animales, les espèces végétales et comment elles fonctionnent les unes avec les autres dans ce domaine-là.
Et donc on est peu sur des connaissances naturalistes, on est vraiment sur récupérer de la donnée, quelles sont les espèces présentes, comment elles fonctionnent. Et des fois on ne peut travailler que sur une espèce. Et donc on n'a pas besoin de connaissances naturalistes pour suivre le loup, pour suivre le lynx, etc. On a besoin de connaissances de fonctionnement de l'espèce, mais on n'a pas besoin d'être hyper calé sur toutes les espèces animales, les espèces végétales, ce genre de choses. C'est un des avantages et un des inconvénients de la formation, c'est que ça permet à des personnes qui n'ont pas de connaissances naturalistes de pouvoir s'exprimer, mais il y a quand même une frustration de la part de certains apprenants qui ne développent pas suffisamment à leurs yeux les connaissances naturalistes. Voilà, là on fait un peu de botanique, histoire d'avoir un peu de base, mais le reste c'est à faire par soi-même, dans du volontariat, dans des assos, tout ça. C'est ça. Tous ceux qui ont vraiment envie de développer les connaissances naturalistes, il faut qu'ils apprennent à faire ça par eux-mêmes. Il y a tout un réseau d'associations avec lesquelles on travaille, notamment le Conservatoire des espaces naturels, la Ligue de protection des oiseaux, des petites associations, la Société linéenne de Provence par exemple, qui permettent d'organiser des balades, des sorties naturalistes qui permettent de développer ses connaissances. Mais essentiellement, c'est du travail individuel avec ses bouquins, avec ses applications pour reconnaître, avoir une loupe, avoir des petits éléments comme ça qui permettent de développer ses connaissances naturalistes. Et ici on apprend surtout la méthode. Ici, on apprend surtout la méthode, c'est-à-dire comment compter, comment identifier, comment voir, comment ne pas gêner l'environnement, comment ne pas gêner les espèces. Et donc, il y a toute une série de protocoles qu'on apprend. L'idée, c'est vraiment de développer des stratégies pour pouvoir comprendre l'environnement dans lequel on se situe. Alors certains apprenants ont fait avant ce BTS des études de biologie, ou alors d'autres après le BTS vont en fac de biologie. Est-ce que c'est pertinent pour quelqu'un qui veut devenir travailler dans l'expertise naturaliste ? Complètement, il y en a plein qui ont fait des formations relativement importantes en environnement, en écologie, mais qui n'ont pas ce côté terrain que nous on propose en BTS GPN. Bon, sans compter les autres aspects, notamment l'animation nature, la concertation territoriale, qui sont des compétences qui peuvent être recherchées. Mais c'est vrai que dans l'expertise naturaliste, encore une fois, on est sur des protocoles, on est sur des méthodes, on n'est pas sur de la biologie pure et dure, on ne travaille quasiment pas sur la photosynthèse, on ne travaille pas du tout sur la respiration, ce genre de choses, c'est pas ce qui est notre cœur de métier. Alors quand on veut travailler dans l'expertise naturaliste, il faut se spécialiser sur un taxon, comme on dit, un groupe d'espèces. Toi, ton truc, c'est les fourmis. Comment tu conseilles de choisir son taxon préféré ou alors il y en a qui sont plus choisis que d'autres et donc des débouchés peut-être un peu moins importants ? Et effectivement, le choix du taxon est assez important. Après, l'essentiel, c'est la passion. On en discutait encore l'autre jour avec d'autres experts naturalistes. Les experts naturalistes ont tous un grain dans la tête, pour être poli, mais se lever à 5 h du matin pour aller observer des oiseaux, se coucher très tard le soir pour aller voir des chiroptères, ça peut être très compliqué. Et donc, c'est vraiment un métier passion parce que y a peu de personnes qui ont envie de se lever à 5 h du matin pour aller voir des oiseaux. Si c'est votre passion, cultivez-la et sachez faire les sacrifices qui conviennent. Mais après, il y a le côté stratégique. Il y a des taxons qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres, qui sont beaucoup plus soumis à la législation, à la réglementation. On pense notamment aux oiseaux et aux chiroptères. Tout ce qui est reptiles aussi, ce sont des taxons qui sont hyper intéressants dans les bureaux d'études. La botanique, c'est quand même quelque chose d'incontournable parce que ça permet de caractériser les habitats. La connaissance des insectes est hyper intéressante et recherchée dans certains domaines, mais très compliquée parce qu'il peut y avoir dans certains taxons, notamment les coléoptères, des centaines de milliers d'espèces. Donc voilà, le travail de détermination va être relativement important. Après, c'est des choix au fur et à mesure à faire. Il faut vraiment trouver le taxon qui plaît et derrière essayer de le valoriser en sachant que ce qui marche actuellement, c'est pas forcément ce qui va marcher dans 10 ans ou dans 20 ans. Il faut être un petit peu geek quand même sur les bords parce qu'on va vraiment dans le détail, dans la minutie, il faut avoir beaucoup de patience. Oui, de plus en plus, et le côté geek, notamment dans le côté numérique, il y en a qui deviennent pilotes de drone pour effectuer d'autres types de protocoles. On travaille beaucoup sur des logiciels de cartographie, style QGIS, qui est un logiciel open source. On travaille aussi avec des logiciels de traitement statistique comme R, Distance Sampling, etc. etc. Donc oui, il y a ce côté informatique qui est quand même important. Le travail d'un expert naturaliste, il y a le travail terrain, mais il y a surtout toute la partie préparation, réglementation, avoir les autorisations, les certifications pour pouvoir travailler sur tel ou tel taxon, sur tel ou tel territoire. Et après, il y a tout le travail de reporting auprès du commanditaire avec toute la partie rédaction du rapport et potentiellement la partie présentation dans certains cas. Oui, donc
Est-ce qu'un BTS GPN suffit pour tout de suite travailler dans l'expertise naturaliste ? Oui et non, ça va vraiment dépendre des commanditaires, ça va dépendre des structures dans lesquelles on va travailler. Pour un bureau d'études, c'est rarement suffisant, sauf si vous êtes vraiment passionné et il y a beaucoup de connaissances naturalistes. Dans les associations, c'est un peu plus possible. Dans certaines collectivités, sur certains projets, ça peut être suffisant. Mais dans la majorité des cas, notamment pour travailler en bureau d'études et travailler uniquement sur ce côté-là, je vous conseille assez facilement de faire une licence, voire même un master à la suite du BTS GPN. Il y a des places qui sont réservées au BTS GPN. Ça donne une équivalence, on entre directement en 3e année ? Alors en licence pro, il n'y a pas de problème. En licence générale, c'est plus compliqué. Ça va dépendre des parcours, ça va dépendre des universités, ça va dépendre du dossier individuel de chacun. Soit vous rentrez en 2e année de licence, soit en 3e année. Si vous avez un diplôme supérieur, il est possible aussi de rentrer directement en master. Et quand on rentre sur le marché de l'emploi, dans quel type de structure peut-on être embauché ? À la sortie du BTS GPN, les associations sont assez intéressées par ce type de profil parce qu'un BTS GPN coûte moins cher qu'un licence ou un master en expertise naturaliste, donc il y a ce côté-là qui est assez intéressant. Après, pour tout ce qui est bureau d'études, pour aménager le territoire, pour mettre en place des réglementations, ce genre de choses, il faut souvent continuer les études, sauf encore une fois si vous êtes hyper performant dans un domaine. Alors, bureau d'études, on pense un peu BTP, infrastructure, on ne pense pas expertise naturaliste. C'est quoi un bureau d'études d'expertise naturaliste ? Alors, un bureau d'études d'expertise naturaliste, c'est des spécialistes de différents taxons qui vont sur un territoire, expertiser le territoire, connaître le territoire pour voir à quel point un nouveau projet va impacter ce territoire. Donc on parle d'études d'impact, on parle d'état initial et derrière il y a souvent des suivis qui vont être mis en place. Les bureaux d'études peuvent aussi mettre en place des préconisations pour éviter, réduire, compenser les différents impacts d'un projet d'aménagement du territoire. Oui, tout ça c'est très réglementé, il y a des obligations légales quand on a un projet impactant, on doit faire une étude d'impact, donc on fait appel à un bureau d'études, mais ce bureau d'études, qui est une entreprise privée, il est payé par le commanditaire, le porteur de projet, donc le projet impactant. Comment est-ce qu'on peut garantir l'indépendance de ce bureau d'études ? C'est une vraie question. En France, ça fonctionne comme ça. Ça marche quand même plutôt pas mal dans pas mal de sujets. De toute façon, le bureau d'études, ils veulent garder leur réputation. Ils ne peuvent pas se permettre de cacher une espèce. Si jamais une autre association de protection de l'environnement découvre cette espèce, la crédibilité du bureau d'études va en prendre un sacré coup. Donc, ils ne peuvent pas se permettre de jouer là-dessus. Après, c'est vrai que certains petits bureaux d'études sont un peu moins scrupuleux dans les premiers temps pour se faire connaître, pour garantir un marché et s'assurer la possibilité d'être pris dans les années à venir. Mais de toute façon, voilà, encore une fois, il y a la préfecture qui est derrière, qui surveille que les études d'impact soient menées. Et il y a encore une fois toute la société civile, notamment à travers les associations, qui vérifie quand même certaines données si elles paraissent un petit peu louches. Et les collectivités, est-ce qu'elles embauchent aussi ? Elles embauchent aussi, alors particulièrement les parcs, notamment pour le suivi des espèces, parcs régionaux, parcs nationaux, certaines collectivités gestionnaires d'espaces naturels sont amenées à prendre des BTS GPN en expertise naturaliste pour suivre une espèce. Il y a les fédérations de pêche et de chasse aussi qui sont des structures qui sont intéressées par ces compétences-là. Bon, donc si tu avais un dernier conseil à donner pour se lancer dans l'expertise naturaliste ? Il faut rester passionné, cultiver sa passion et ne pas hésiter à sortir à 5h du matin ou à rentrer à 23h le soir après avoir observé des chiroptères. Ou des fourmis pour toi ? Ou des fourmis. Les fourmis, elles aiment bien la chaleur, donc on les voit plutôt le jour et ça c'est plutôt sympa. Et comme elles vont pas très très vite, c'est facile de les trouver. Merci Yann. Merci à toi. Et maintenant, l'instant camarade de promo. Rencontre avec Alizé Hirk. Alors maintenant, je vais vous présenter Alizé, une autre camarade de classe. Alizé, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Moi du coup j'ai 24 ans, donc pas encore beaucoup d'expérience professionnelle. J'ai eu un bac S, puis j'ai enchaîné sur une licence en écologie et biologie des organismes. Et après j'ai été un peu perdue, je me suis orientée ici. Tu as fait des études justement d'écologie, donc pourquoi faire ce BTS gestion et protection de la nature ? On peut se dire que tu sais déjà tout. Le souci de cette licence, ça a été que c'était très théorique, donc beaucoup d'écologie fondamentale, apprendre tout ce qui est espèces, taxons, un peu du par cœur.
Pas beaucoup d'expérience professionnelle, on n'avait même pas de stage à faire. Ce qui me manquait, c'était vraiment le côté pratique. Et c'est plus une licence à faire pour enchaîner sur un master. Si on veut arrêter à la licence, c'est mieux de faire une licence professionnelle. Mais du coup, là, ce que tu fais, c'est un BTS niveau donc Bac+2. Pourquoi ne pas avoir enchaîné justement sur un master après ta licence ? Parce qu'un master, ça emmène sur le métier de chercheur, qui est un milieu complètement bouché. Et en France, il n'y a pas vraiment de financement pour les chercheurs, donc ça serait plus partir aux États-Unis, ce qui n'est pas forcément dans mes plans. Et quand on est chercheur, on recherche plus des financements plutôt que des études sur les espèces ou les milieux. Et ça m'intéressait pas du tout. En France, on Oui. court après les sous. Voilà, exactement. Le truc, c'est qu'en France, le milieu de la recherche n'est pas du tout financé, ce qui est dommage. Et ce qui m'intéressait plus, c'était faire technicienne de terrain, donc vraiment être purement sur le terrain, faire des relevés et tout ça. Et il n'y a pas des masters qui mènent à des métiers en dehors de la recherche, du type dans des bureaux d'études ? Oui, pour être naturaliste ou écologue, mais le master, c'est une chose, c'est déjà un peu compliqué, mais en plus de ça, il faut trouver une thèse. Ce qui n'est pas toujours facile. J'ai eu l'exemple avec ma sœur. Elle, ce qui l'intéressait, c'était les plantes exotiques et trouver une thèse là-dessus, c'était la croix et la bannière. J'avais pas envie de me mettre dans le même pétrin parce que les thèses qui sont accordées, c'est souvent niveau bactériologie pour se lancer dans la médecine ou des choses comme ça. Donc ta sœur, qu'est-ce qu'elle a fait comme étude ? Alors, elle a fait une licence en sciences de la vie à Marseille. Elle a enchaîné le master à Montpellier. Son nom a été modifié, c'était sur les milieux exotiques, plantes exotiques. Après, pareil, elle voulait se lancer dans une thèse. Déjà, obtenir une thèse, c'est compliqué. Et des fois, il y a deux thèses qui sont en concurrence. Ils vont donner les financements plus à l'une qu'à l'autre. Donc, souvent, les thèses où c'était purement la connaissance de plantes exotiques, ça passait à la trappe pour donner les financements à une autre thèse. Et qu'est-ce qu'elle fait de nos jours, ta sœur ? Alors, elle a fait beaucoup de choses, elle a beaucoup bougé. Elle a déjà fait prof de collège en Guyane en sciences de la vie et de la terre. Elle a fait prof aussi à d'hydro, justement en travaillant avec Yann. Au cours d'hydro, qui fait aussi un BTS GPN. C'est ça. Mais après, elle est retournée en Guyane pour être chargée de mission, il me semble, notamment sur les fourmis et les champignons. Plein de choses. Revenons à toi. Donc toi, tu fais ce BTS Gestion et Protection de la Nature. Tu te projettes sur quoi après ? Alors, j'ai repris ce BTS après avoir fait 2 années sans études. Donc, ce que je veux faire, c'est plus un service civique, sachant que vu que j'ai 24 ans, la date de péremption, elle arrive bientôt. Voilà, bientôt je passe le quart de siècle et du coup, ça leur va pas. Donc, l'idée, ça serait d'aller sous les tropiques et être sur le terrain pour étudier la faune. Donc là, ça serait l'idéal. Après, il n'y a pas beaucoup de services civiques sur les îles, il y en a quelques-uns. J'en ai vu passer sur des tortues marines et des requins, donc ça c'est vachement bien. Et il faut être accepté aussi, parce que c'est très compétitif, tout le monde veut y aller. Ah oui, c'est comme une vraie recherche d'emploi. Une vraie recherche d'emploi, peut-être pire des fois. Franchement, ouais. La rémunération va pas trop avec. Non, c'est du, je crois, 800 et quelques euros, mais des fois ils peuvent fournir le logement, donc ça peut être intéressant. Ouais, ça fait une belle expérience. Voilà, c'est surtout ça. Les doigts de pied en éventail sur une île, c'est cool. Ouais, il y aura aussi du boulot. Oui, il y aura du boulot, mais si c'est dans la nature pour voir des animaux, franchement, c'est plus du plaisir qu'autre chose, quoi. Ouais, je vois les services civiques qu'on a dans les parcs naturels régionaux, par exemple. Ils font beaucoup de choses intéressantes, des relevés de pièges photos, des poses de ganivelles. Enfin, c'est super enrichissant parce qu'ils touchent un petit peu à tout, parce que les gens leur confient des missions qui viennent de différents services aussi. Oui, t'es vraiment un couteau suisse en fait. Tu vas faire plein de choses différentes et pour peu que tu sois un peu curieux, que tu demandes à regarder ci, à faire ça, à essayer, tu te retrouves à faire plein de choses. Revenons sur le BTS GPN qu'on fait en ce moment. Où est-ce que tu fais ton stage ? Alors moi je fais mon stage chez les Petits Débrouillards, qui est une association à Marseille qui s'axe dans la sensibilisation par rapport à différents thèmes, notamment il y a le climat, la biodiversité, mais il y a aussi l'égalité homme-femme, il y a aussi la sexualité. Pour les publics qui sont défavorisés, donc les jeunes de quartier, mais aussi plus les réseaux ruraux, parce que les gens ne vont pas là-bas pour faire des animations, malheureusement. Et toi, tu as travaillé sur quoi dans ton stage ? Déjà, j'ai testé un peu les animations et ma mission principale, c'est d'organiser le Science Tour Climat. C'est un camion avec plein d'expériences que j'ai choisi, qui va faire le tour de plusieurs villages ou plusieurs zones d'une ville pour proposer ces animations-là. Et donc, moi, c'est sur le climat et particulièrement le changement climatique, donc tout ce qui est causes-conséquences, mais aussi les solutions
adaptation et atténuation. Et donc voilà, le but c'était à travers ces 3 pôles de faire des expériences assez ludiques. Donc pas que des jeux de cartes ou quoi qui peuvent être des fois un peu ennuyeux, mais vraiment aussi des expériences avec de la manipulation pour que les jeunes ils apprennent tout ce qu'il y a à savoir sur le changement climatique et même les plus grands aussi. Et j'ai peur de conduire le camion qui est beaucoup trop grand, mais voilà, donc ça va arriver. On va t'appeler Marcel, de Jamie et Fred. Oui, en plus c'est sur le principe de C'est pas sorcier. Et ils ont été en collaboration avec justement pour ces Science Tour. Cool. Voilà, pareil, un camion avec des expériences, mais là pour le coup c'est ouvert au grand public. Et sur la formation quand on est à Gardanne, quel est un petit peu ton ressenti à l'heure actuelle? La formation en elle-même, alors, les matières elles sont très intéressantes. Les critiques, c'est que c'est un petit peu brouillon, un peu à la va-vite, mais le gros point positif, c'est que maintenant, je me suis découverte beaucoup plus flexible et moins prise de tête. Je prends les choses comme elles viennent, ça me permet d'éviter un gros stress. Donc voilà, ça c'est côté plus humain que j'ai appris. Sinon, je pense que c'est vraiment des compétences nécessaires à quelqu'un qui veut travailler dans le milieu naturel. Par contre, j'ai pu remarquer qu'être gestionnaire, c'était pas quelque chose qui m'intéressait à fond parce que c'est beaucoup de paperasse, de concertation et ça c'est pas ce qui m'intéresse. Mais je me dis que ça me fera pas de mal d'avoir acquis toutes ces connaissances. J'espère qu'on va tous avoir notre BTS. Voilà, c'est le petit mot de fin. Aussi. Merci Alizée. Merci Annabelle. Ciao. Et depuis, qu'est-elle devenue? Alizée a fait un volontariat en service civique à l'association GEPMA, le groupe d'études et de protection des mammifères d'Alsace. Elle travaillait principalement sur les blaireaux, mais également sur les chauves-souris ou encore les castors. Depuis, elle a été embauchée par le bureau d'études Altiphone dans l'Hérault en tant que chargée d'études chauves-souris. Elle s'occupe principalement des études d'impact environnemental ou des suivis naturalistes de sites de clients. Et maintenant, l'instant professionnel. Rencontre avec Morgane Vautier. Alors maintenant, on est avec Morgane Vautier que j'ai rencontrée un peu par hasard sur les réseaux sociaux. Merci LinkedIn. Morgane qui a fait un BTS GPN il y a quelques années, mais pas celui du CFPPA de Valabre. Bonjour déjà Morgane. Oui, bonjour. Toi, déjà tu as commencé par un bac qui était déjà un petit peu dans le secteur de l'environnement. Un bac STAE, c'est quoi? Donc c'est sciences techniques agronomiques et environnementales. Et c'est un bac technique, mais où il y avait quand même quelques cours plus orientés sur l'environnement, la lecture de paysages, la géologie, des choses comme ça. À cette époque-là, tu savais ce que tu voulais faire comme métier? Pas du tout. Je savais que je voulais travailler en contact avec la nature, mais je ne savais pas du tout encore vraiment ce que je voulais faire. Bon, donc ça, c'était en 2007. Et après, qu'est-ce que tu as fait? Après, j'ai fait 1 an en fac de biologie. Et après, j'ai fait le BTS GPN. Et en fait, j'ai décidé de faire ce BTS parce que j'ai rencontré une enseignante chercheuse qui avait fait un bac plus 8. Et après son bac plus 8, c'était quand même compliqué pour trouver du boulot. Elle avait fait un postdoc et elle m'a quand même plus conseillé vis-à-vis de ce que je voulais faire, du travail de terrain et pas vraiment être toujours dans les labos en fait, de faire plutôt ce BTS. Et du coup, tu as fait un BTS GPN mais à distance? Oui, donc la structure c'est l'ESA CERCA d'Angers. Donc ça se passe aussi en 2 ans. On est quand même très bien accompagnés. Le formateur Stéphane Guibert est vraiment super. Et il y a quand même sur ces 2 ans des sessions de formation de terrain, donc où on se déplace à Angers 1 semaine par trimestre. Ouais, il y avait 3 sessions par an. Et du coup, c'est un BTS à distance que font peut-être certaines personnes en plus d'une activité par ailleurs et qui sont en reconversion. C'est quoi les profils? Oui, il y avait des jeunes qui sortaient de leur bac comme moi. Mais il y avait pas mal de personnes qui étaient en reconversion, des gens de tous âges, plus âgés avec 45 ans. Après, c'est quand même une formation sur 2 ans qui demande beaucoup de temps. Enfin, moi, j'y passais vraiment 8 heures par jour. Donc, alors qu'il y en avait certains qui avaient une activité professionnelle à côté. Oui, voilà. Toi, tu t'es beaucoup aussi investi en termes de bénévolat.
Oui, j'ai été membre au CA de l'association, à l'époque c'était Nature Midi-Pyrénées, maintenant c'est Nature en Occitanie. Et j'ai fait pas mal de sorties terrain avec des experts qui travaillaient dans cette structure et après avec les bénévoles on a monté quelques projets. À la sortie de ton BTS GPN, est-ce que tu t'es demandé je continue, je fais une licence pro, un master plus tard ou tu as travaillé directement? J'ai travaillé directement, c'était difficile de trouver. J'ai quand même cherché pendant 8 mois avant de réussir à trouver un service civique. Mais oui, je ne voulais pas continuer forcément à faire des études. Je voulais commencer déjà à avoir mes premières expériences professionnelles. Et au final, je me suis retrouvée à faire de l'animation pour le développement durable. C'était ce qu'on appelait l'agenda 21 des familles. Voilà, donc c'était un peu de sensibiliser le grand public, les familles, à toutes les thématiques, eau, énergie, jardin. Et après ce service civique, là, tu as trouvé un vrai travail, on va dire? Oui, après j'ai travaillé en association pour faire pareil, de l'éducation à l'environnement, mais là plus liée à la biodiversité, donc c'était en CPIE. Centre permanent d'initiative pour l'environnement. Voilà. Et je faisais aussi une partie, j'étais référent scientifique sur le suivi pop amphibien. Voilà. Alors après, j'ai voulu essayer de me mettre à mon compte en tant que consultante naturaliste. Et il se trouve que je n'avais pas assez de bouteilles, on va dire, pour vraiment avoir des contrats et tout ça. Donc j'ai tenté, ça n'a pas fonctionné. Donc du coup, après, je me suis dit que j'allais travailler en bureau d'études justement pour savoir faire des études réglementaires, etc. Donc j'ai réussi à avoir un poste de chef de projet en fait en écologie. Ok, donc bureau d'études qui s'appelait Verdi, c'est ça? Oui, c'est ça. Et suite à ça, j'ai voulu me remettre à mon compte. Donc ce qui est fait depuis 3 ans. Ah, alors, tu as fait le grand saut. Est-ce que ça fonctionne? Oui, très bien. Je suis très, très contente. Donc, tu préfères être à ton compte que salarié? Alors, c'est pas simple pour tout le monde d'être à son compte parce qu'il y a un côté où il faut se motiver. Il y a tout le côté administratif, gestion, démarchage, commercial, qu'on n'a pas forcément en tant que salarié. Ce côté-là est un peu barbant, on va dire. Voilà, forcément. Oui, après, je préfère parce que je suis quand même quelqu'un de indépendant, en fait. Donc, ça s'allie bien avec mon caractère, on va dire. Raconte-nous quand même, je voudrais que tu nous fasses vivre une de ces missions avec qu'on s'imagine les espèces et que toi, qu'est-ce que tu fais, quels travaux tu as menés? Alors, comment imaginer? En gros, j'ai un client qui m'appelle, on aimerait construire un bâtiment à cet endroit. Il faudrait que tu nous fasses une expertise. Donc, généralement, ces expertises qui sont sur la faune et la flore qui durent 1 an pour pouvoir étudier tout le cycle biologique complet. Donc dans ces cas-là, je peux faire les expertises parce que moi ma spécialité c'est vraiment les reptiles et les amphibiens pour le terrain. Soit je dis qu'il faut qu'ils trouvent un bureau d'études pour le faire, soit je fais intervenir mon équipe s'ils peuvent. Et dans ces cas-là, on va établir en gros un protocole d'action, d'inventaire. En disant, sur ce site-là, regardez un peu la bibliographie, ce qu'il y a déjà comme enjeu, comme espèces pressenties sur le site, habitat pressenti. Et en fonction de ça, on peut dire le nombre de passages qui va être nécessaire de faire, sur quel taxon. Et après, on va sur le terrain, donc on va rechercher ces espèces-là, qu'on va cartographier, géolocaliser, cartographier leurs habitats. Leur utilisation du site aussi, s'ils viennent là juste de passage, pour la reproduction, toute l'année. Il y a tout ça qui rentre en compte aussi pour vraiment évaluer les enjeux d'un site. C'est pas juste présence, absence d'une espèce, il faut vraiment savoir comment elle utilise le site. Et donc après, il y a la partie analyse, rédaction, où justement... on va expliquer tout ce qu'on a vu et tout ce qui s'y passe et évaluer les enjeux. Et en fonction de ça, après, on peut dire au client quel dossier réglementaire il doit mettre en place et tout ça pour pouvoir réaliser son projet. Est-ce que tu n'es pas déçu parfois quand tu es appelé à étudier un terrain qui est voué à être artificialisé,
Toi, tu viens faire tes inventaires, voir s'il y a des espèces à protéger. Bon, parfois, il n'y en a pas, donc ça se construit. Ou alors, il y en a et ça se construit quand même. Est-ce que tu n'es pas déçu que, au final, de toute façon, le résultat, c'est que c'est artificialisé. C'est qu'on construit par-dessus sur des espaces qui étaient naturels à la base. Alors, des espèces protégées, il y en a tout le temps. Partout, parce que déjà quasiment tous les oiseaux sont protégés, enfin énormément d'espèces, toutes les chauves-souris sont protégées, tous les amphibiens sont protégés, tous les reptiles sont protégés en France. Donc ça fait déjà... on pourrait plus construire si c'était... voilà, c'est déjà... voilà, donc il y a une réglementation qui dit qu'on n'a pas le droit de détruire des espèces protégées et pourtant, voilà, sinon on ne construirait plus, donc... c'est pour ça qu'on parle de mesures compensatoires et tout ça, en fait, voilà, c'est pour pallier à la destruction d'espèces. Bah oui, clairement, des fois je suis déçue et en fait j'essaie de faire mon possible dans ces cas-là pour que justement des mesures compensatoires soient le plus adaptées possible en fait pour essayer de pallier à ces destructions parce que la vie elle est importante, enfin je veux dire voilà, on ne pourra pas faire sans la nature, on ne pourra pas la remplacer, on ne peut pas remplacer la biodiversité et tout ce qu'elle nous apporte. Donc voilà, il faut la prendre en compte du coup. Enfin, pour moi, ça me paraît... ça, c'est les études que j'ai faites après qui m'ont permis de comprendre tout ça. Hein. Après, je pense qu'il n'y avait pas la même conscience avant peut-être. Voilà. Comment tu vois l'évolution du métier, de ce monde-là ? En fait, c'est un métier, c'est tellement génial parce qu'on apprend toute notre vie. Il y a toujours quelque chose à apprendre, que ça soit sur le terrain ou en rédaction, et c'est hyper enrichissant. Même le rapport, je trouve, aux autres. Moi, j'ai fait pas mal de suivi de chantier, par exemple. Et je vois un gros changement de mentalité. Ça fait maintenant 10 ans que je travaille là-dedans. Et sur mes 3-4 premières années, les suivis de chantier, quand j'arrivais, donc en fait, il y a des prescriptions environnementales qu'ils doivent respecter dans le cadre des travaux. Et ils sont obligés de faire intervenir un écologue, en fait, pour vérifier qu'ils respectent bien ces prescriptions. Et c'était du genre, on arrivait et c'est vous l'écologue, vous allez nous embêter, nanana. Et alors que là, ça fait 3 ans qu'il y a vraiment une demande même. Enfin, je vois, il y a des ouvriers qui me posent des tas de questions, qui sont super contents de mon intervention, qui sont beaucoup plus respectueux. J'ai même eu des fois, n'étant pas là, des appels pour savoir on a une chauve-souris là, qu'est-ce qu'on fait ? On doit arrêter le chantier, comment on peut faire ? Alors qu'avant, ça aurait été quelque chose, ah non, c'est protégé, ça va nous bloquer le projet, tout ça, faut pas le dire. Et il y a vraiment quand même, et je trouve ça super parce que c'est vrai que j'étais plutôt inquiète pendant une période de me dire, est-ce que mon métier a vraiment du sens ? Et aujourd'hui, je pense que oui, je pense qu'il y a quand même un changement dans les mentalités. J'espère que ça va continuer dans ce sens-là. Voilà. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y a de plus en plus de demandes. Il y a de plus en plus de bureaux d'études. Donc, c'est un métier d'avenir, ça c'est sûr. Et qu'il faut continuer dans ce sens-là. Et j'espère qu'on arrivera vraiment à trouver un juste milieu pour tous vivre ensemble. Est-ce que tu as un conseil pour des gens qui auraient envie de faire ce métier que tu viens de nous décrire ? Alors, oui. On va dire que c'est un métier passion. Si tu es passionné, fonce. Voilà. Merci beaucoup Morgane. Merci à toi. Ma reconversion est portée par l'association Graines Provence-Alpes-Côte d'Azur avec le soutien de la DRAF, du CFPPA d'Aix-Valabre, de l'Adréal, de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse et de la région Sud. Un immense merci à eux. Et surtout à vous, si vous aussi, vous voulez soutenir les acteurs de l'éducation à l'environnement et au développement durable, faites un don aux Graines Provence-Alpes-Côte d'Azur sur Hello Asso. Il sera déductible à 66% des impôts. Plus d'infos dans la bio et sur grainespaca.org. À très vite pour la suite de cette aventure.